Je vais vous rapporter aujourd'hui le travail qui est effectué par les loges concernant la justice. On s'est d'abord posé la question de savoir s'il était pertinent de se poser la question de la présence d'un débat sur la justice dans une conférence publique consacrée à une redéfinition de la République, surtout dans le contexte actuel d'extrême tension sociale et de perte de valeur. Nous l'avons pensé et après y avoir longuement réfléchi. Les raisons en sont relativement simples. Dans un état de droit, la loi représente le consensus social minimal autour duquel des individus décident de définir les modalités de fonctionnement de leur société. Il se trouve que la République fait prévaloir ses valeurs dans son fonctionnement, ses actions et ses structures. Nous, francs-maçons, fervents républicains et défenseurs de ces valeurs, devons replacer constamment ces valeurs dans un contexte social mouvant. Nous ne sommes plus en 1789, nous ne sommes plus en 1848, ni même en 1958. La République évolue parce que les hommes évoluent et que le monde change. Restent des éléments intangibles qui doivent rester des bornes de ce que nous acceptons et des éléments de réflexion sur ce que nous voulons de juste. À ce titre, une réflexion sur la politique pénale est indispensable. En effet, au travers de son code pénal, c'est la société et ses valeurs, sa morale sociale, son éthique qui parlent. C'est elle qui doit réfléchir aux moyens de limiter les crimes et délits, de limiter la récidive, de réprimer et de préserver les libertés publiques. En effet, pour une société évoluée et juste, le résultat satisfaisant de sa politique pénale est de faire en sorte non pas de criminaliser la misère ou de l'abstraire de la société en l'enfermant, mais à faire en sorte que si des comportements humains individuels sont répréhensibles, comment faut-il y apporter une réponse réfléchie, conduisant à une réhabilitation des individus et à leur réinsertion dans le tissu social. La justice n'est pas une institution que l'on peut se permettre de regarder de loin. Nous pouvons tous être concernés et l'État, son bras armé, n'est pas actuellement disposé à la magnanimité, à l'introspection et aux réformes hardies qui auraient l'inconvénient en outre d'être impopulaires. La France est un État de droit au sens premier du terme, c'est incontestable. Mais force est de constater que, comme dans de nombreux pays, cela n'empêche ni les abus de pouvoir, ni les dysfonctions grossières, ni l'arbitraire, ni l'iniquité, ni les errances des politiques. Les situations extrêmes telles que nous les vivons actuellement ne doivent pas éclipser la violence ordinaire de la justice ordinaire. Il n'est pas dans le tempérament des francs-maçons de se laisser dicter les termes d'un débat par l'État sans y avoir nous-mêmes longuement réfléchi. C'est une des nécessités de la justice d'élargir toujours autant qu'elle le peut l'espace des affects publics, de lutter contre leurs restrictions identitaires et de se souvenir et de savoir que l'espace du malheur doit être envisagé à l'échelle de l'humanité entière et que nous ne devons pas le clore dans des déclarations qui le restreignent à l'identité. Parce qu'inévitablement, ici, la justice se transforme en vengeance et la vengeance ouvre toujours un cycle d'atrocité. La vengeance est une donnée primitive, incompatible avec l'idée que nous nous faisons ici de la civilisation. Qu'est-ce qu'un tribunal sinon un lieu où l'on voit à quel point nos vies sont aux mains de l'État? Si la justice est rendue au nom du souverain, le peuple français, c'est l'État qui s'est arrogé le droit d'en être son bras armé. L'État se donne le droit de disposer de nous, il peut entraver nos libertés, limiter nos déplacements, nous emprisonner pour de longues périodes, alors même qu'il peut exister un contexte d'incertitude sur les actes supposés. Il empile les réformes de circonstances fortement influencées par l'actualité, malheureusement, toutes plus inefficaces les unes que les autres. Le tribunal est aussi un des lieux les plus violents de la vie sociale. Les décisions du juge fracturent le monde. Elle exerce une influence, une violence sur l'accusé, quelles que soient les raisons pour lesquelles il comparaît, sur son corps, sur ses biens, sur son entourage. Mais la société, elle, est-elle protégée? A-t-elle trouvé des solutions de réinsertion? Force est de constater que non. Le citoyen a-t-il confiance dans sa justice? Force est de constater que non. Sa lenteur, les frais à y exposer pour pouvoir y accéder, en fait-elle une institution républicaine accessible à tous? Force est de constater que non. Nous allons aborder successivement quelques éléments qui nous semblent importants de réformer. Nous ferons des propositions qui pourront sembler angéliques, naïves. Faites-nous l'honneur de votre confiance. Nous y avons réfléchi longuement. Et elles ne sont pas pires que celles qui nous sont exposées actuellement et qui montrent dramatiquement leurs limites.
La justice est le socle de la démocratie. Le droit est un principe de régulation de l'État et de la société. Il y a donc forcément un écart entre ce qui est légitime, c'est-à-dire relevant de la morale et du droit dit naturel, et de ce qui est légal, relevant du droit positif, donc des lois. L'exemple patent de cette opposition, c'est l'affaire qui a été exposée récemment, qui concernait Madame Catherine Sauvage, femme qui avait, au bout de très nombreuses années de maltraitance, avait assassiné son mari, tué son mari d'une balle dans le dos et qui avait été condamné en première et en seconde instance à de lourdes peines de prison. Et à ce moment-là a surgi un débat moral sur le thème: est-ce qu'une femme qui a été maltraitée toute sa vie et pendant des années devait aller en prison? Ce débat a été intense et a conduit à des manifestations, des pétitions qui ont conduit, je ne sais pas s'il a été influencé par ça ou pas, enfin peu importe, le président de la République a exempté Madame Sauvage de peine. Il est très important de comprendre que la morale, ce n'est pas la justice. La justice, c'est un système de codes et de lois qui sont destinés à nous faire vivre les uns avec les autres. La morale, ou l'éthique, c'est un système individuel qui nous sert à vivre, nous, suivant nos propres valeurs. Ne confondons pas l'un et l'autre. Et le débat judiciaire, maintenant, s'effectue désormais au travers de la presse et des réseaux sociaux. Des affaires récentes montrent que la pression populaire et médiatique subie par les juges et les jurys populaires, la présomption d'innocence est bafouée au profit du sensationnalisme et de la vente de papier. L'an dernier, 840 000 personnes ont été mises en garde à vue. 35 000 procédures ont suivi ces 840 000 gardes à vue. C'est-à-dire que l'on a entravé la liberté de 810 000 personnes sans raison, probablement sans preuve, dans l'attente d'aveu. Cette situation est tout à fait inacceptable. L'entrave de la liberté est probablement l'atteinte la plus grave et elle doit être sévèrement réglementée par une loi d'habeas corpus. Pas de preuve, pas de détention et libération immédiate, même si les soupçons sont importants. Parce qu'il vaut mieux un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Cette loi d'habeas corpus existe en Angleterre depuis la Magna Carta de 1215, pas d'hier, à valeur constitutionnelle aux États-Unis, et l'application de cette liberté fondamentale ne semble pas avoir mis en péril ces pays, et elle est juste. Le respect des libertés individuelles n'est pas une manifestation de laxisme, elle est l'application stricte de la loi, dont le respect est le socle de la République. Et si la loi est respectable, elle sera acceptée et respectée de tous. Concernant l'indépendance de la justice est dans notre pays une survivance moyenâgeuse de la monarchie hiérarchique. Le recrutement des juges, leur avancement, leur rémunération, les modalités de nomination sont extrêmement discutables. La personnalité des juges n'est pas en cause, bien que l'on puisse s'interroger sur le formatage que leur enseignement leur apporte. Ils sont recrutés au travers d'un concours difficile, doivent choisir ensuite s'ils veulent être magistrats du siège ou au parquet, et se met ensuite la marche de leur carrière. Et si l'avancement des juges du siège, c'est-à-dire juges d'instruction et juges des tribunaux, suit un décrémage plus ou moins lié à leurs compétences et à l'ancienneté, la nomination des juges du parquet, qui sont les accusateurs publics, sont plus sujettes à caution. En outre, la justice administrative est une caricature de justice, puisque les juges sont nommés par le président de la République, par les diplômés de l'ENA. Donc les tribunaux administratifs, les juges des tribunaux administratifs sont à la fois juges et parties. Actuellement, les procureurs sont nommés par le gouvernement après avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature. Leur nomination est donc intimement liée au pouvoir politique. Il faut se souvenir que ce sont eux qui jugent de l'opportunité de poursuivre, même les hommes politiques qui les ont nommés. Il est incompréhensible
que le président de la République soit garant de l'institution judiciaire. L'institution judiciaire est garantie par la Constitution et les lois organiques, elle n'a pas besoin de garant, surtout lorsque ce concept vient en collision avec celui de la séparation des pouvoirs. Cette dernière devrait avoir ses propres instances de régulation, de contrôle et de sanction, et il est inacceptable que le garde des Sceaux puisse donner des directives, influencer un procureur. Il faut donc une indépendance intégrale du parquet. Est-il utile de rappeler ici que la CEDH a condamné la France à plusieurs reprises au motif que le parquet en France n'était pas indépendant. Bien que dans les dernières années, des manifestations incontestables d'indépendance de la justice, au préjudice d'ailleurs des hommes politiques ou des capitaines d'industrie, il est indispensable de trouver une formule pour détacher radicalement le parquet de l'État. Plusieurs possibilités sont soumises à notre réflexion. Par exemple, sur proposition du CSM, Conseil supérieur de la magistrature, proposition de l'élection de 5 candidats procureurs généraux, dont un seul sera qualifié après passage de validation de candidature en commission parlementaire et vote des 2/3 de l'Assemblée nationale, pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Ou l'élection de procureurs généraux au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Ces propositions ne sont pas exemptes de risques, en particulier de la seconde. L'élection de procureurs au suffrage universel n'est pas dénuée de risques au niveau de la démagogie, du populisme, de la surenchère sécuritaire. Toutefois, il faut quand même se rappeler que ce n'est pas le procureur qui juge, mais c'est le juge. Donc réfléchissons à ça. Il est également indispensable de réfléchir à la place du juge d'instruction. Ces modalités de saisine actuelles doivent être repensées tout en étant vigilants sur leur mise en place. Le juge d'instruction a des pouvoirs très importants, mais aussi des obligations très importantes. La principale d'entre elles étant d'instruire à charge et à décharge. On ne peut pas mettre un juge d'instruction sur chaque affaire, sauf à en recruter 10 000 demain matin, ce qui est excellent pour l'emploi. Mais il représente des garanties d'impartialité que ne peuvent pas assurer des procureurs étant eux-mêmes des accusateurs publics. Autre point que nous voulions développer, c'est la défiance des justiciables envers l'institution judiciaire. La défiance du justiciable n'est pas ou peu liée à la personnalité des juges ou à la qualité des décisions rendues. C'est avant tout 3 problèmes. Le premier, c'est la lenteur de la justice. La France est régulièrement d'ailleurs condamnée à ce sujet à la CEDH. Deuxièmement, c'est l'incapacité de l'État à trouver les moyens de faire exécuter rapidement les décisions de justice. Et troisièmement, c'est le coût de la justice. Il faudrait aujourd'hui 15 à 20% de personnel supplémentaire pour faire fonctionner la justice plus rapidement. La justice est actuellement en sous-effectif et en plus, ces effectifs sont mal répartis. Ne serait-il pas de bon sens de ne pas déférer aux injonctions d'élus locaux qui veulent conserver leurs tribunaux pratiquement vides au détriment de territoires où les besoins sont beaucoup plus importants? La réforme en particulier de l'excellente garde des Sceaux, Madame Rachida Dati, sur ce point, a eu un effet paroxystique qui a engorgé la justice, qui a détruit des instances locales qui fonctionnaient, qui, par démagogie, a promu des instances de leurs copains dans des petites bourgades de 5 habitants, qui doivent faire tourner un tribunal, ce qui est une administration énorme, au détriment de territoires qui en ont vraiment besoin. Enfin, peut-on leur en vouloir d'aimer leurs copains? Ne serait-il pas bon et de bon sens de créer une instance judiciaire qui aurait pour tâche l'exécution immédiate des décisions de justice? Beaucoup, peut-être ici, beaucoup d'entre vous, ont été confrontés à la lenteur des décisions rendues et à l'incapacité de faire exécuter une décision prud'homale, par exemple, le pansement de pension alimentaire, ou même des sanctions pénales qui restent pendantes rendant les victimes totalement furieuses. Le budget de la justice représente 1,9% du budget de l'État. En Europe, nous sommes à la 37e place de l'Eurovision
du budget de la justice sur 43 pays, ce qui est très similaire à notre classement au concours de révision de la Chantre. Lorsqu'on regarde la carte des pays qui ont le budget le plus élevé, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, l'Irlande, il se trouve que ce sont les pays où le fonctionnement de la justice est évidemment le plus fluide, mais aussi où le taux de récidive est le plus bas et où le taux d'incarcération est aussi le plus bas. La justice doit avoir les moyens de son fonctionnement, des personnels compétents, des procédures fluides et peu onéreuses. Mais dans l'imaginaire collectif fortement imprégné de culture judéo-chrétienne, le fait de mettre des moyens dans la justice serait en définitive perçu comme porter de l'attention à des individus qui ne le méritent pas et qui doivent expier leurs péchés. La justice coûte cher aux contribuables, avocats, huissiers, honoraires d'experts, consignations diverses, et il est inéquitable en particulier d'appliquer aux individus un taux de TVA qui est le même que celui qui est réclamé aux entreprises qui, elles, peuvent la récupérer. Il est indispensable aussi que l'article 700, destiné à rembourser aux justiciables leurs frais de justice, ne soit pas une décision arbitraire du tribunal, mais qu'elle soit évaluée sur facture. Enfin, ne serait-il pas possible, dans des affaires où la culpabilité de l'individu est évidente, qu'elle est assortie d'aveux, de limiter le débat judiciaire à un débat sur la peine s'affranchissement des frais énormes que constitue l'instruction, les expertises, les enquêtes, l'instruction, etc. Et surtout, en finir avec cette magistrature de carnaval, imbue de ses ors et de ses symboles, et qui est totalement incompréhensible dans son langage. En ce qui concerne l'équité du procès pénal, nous y avons réfléchi, et si nous voulons défendre nos valeurs, ne serait-il pas intelligent d'appliquer les droits de l'homme, tout simplement, parce qu'il faut qu'un procès soit équitable. Il est incompréhensible en effet que l'avocat de la défense et le procureur ne soient pas à égalité de niveau, de statut, de moyens lors du procès pénal, qui, je le rappelle, est le procès d'un individu. Proposition: retirer au procureur son statut de magistrat, qui conserve celui d'accusateur public. Disparition des victimes du procès pénal, parce que c'est une iniquité supplémentaire, dans la mesure où la victime n'a rien à faire dans un procès pénal, rien. La disparition des parties civiles, parce que dans un procès pénal, je ne discute pas de la culpabilité ou non de l'accusé, c'est pas mon problème du tout, c'est un problème structurel auquel je vais vous faire réfléchir. L'avocat de la défense, seul dans sa robe et dans son slip, a face à lui un procureur, 3 ou 4 avocats des parties civiles, et il est seul. Alors, si ça c'est votre définition d'un procès équitable, il faudra juste qu'on trouve 5 minutes après ma conférence pour en parler. Il faut que les victimes disparaissent du procès pénal. Elles n'ont rien à y faire. Un procès, c'est un individu et la société. Les victimes feront l'objet d'une attention particulière au sein d'un procès civil qui aura lieu secondairement, mais il n'est pas équitable que des parties civiles larmoyantes, je m'excuse auprès des avocats, parce que ça leur fait faire un peu quand même, des parties civiles larmoyantes, donc qui sont dans une détresse et un chagrin terrible, après avoir perdu un proche, et qui se trouvent ici en ayant toujours le même discours: oui, je veux comprendre ce qui s'est passé parce que je veux faire mon deuil. C'est 2 deuils. Il n'est pas encore fait, le deuil. Ça fait 2 ans qu'on est en instruction, ça fait 2 ans que ça traîne, et vous n'avez toujours pas réussi à faire le deuil. Ce que vous avez subi est horrible. Ce que vous avez subi est injuste. Ce que vous avez subi, surtout, est irréversible. Et ce que vous avez subi est inexplicable. Donc, passons à autre chose. Et il faut renforcer la défense pénale. Il faut lui donner de vrais moyens, peut-être en créant un bureau de défense publique géré par les barreaux et composé d'avocats rompus à la défense d'urgence et appointés correctement. Autoriser, quelles que soient les circonstances et sans préavis, un avocat à visiter son client, parce que je vous rappelle que maintenant il faut envoyer un fax la veille pour voir si le détenu n'a pas un atelier de macramé ou de poterie au moment où l'avocat est disponible pour aller le visiter.
Donner à l'avocat la possibilité de demander des mesures d'instruction sans avoir à passer par une décision forcément arbitraire du juge d'instruction et sans avoir recours à des procédures longues pour l'obtenir. Et plus généralement, l'État répond à la violence par la violence. Pourquoi construit-il un deuxième crime contre lui alors qu'il n'y en a au départ qu'un seul contre une victime et que la plupart du temps, une indemnisation réelle de la victime serait suffisante? Détacher le procès des affects, c'est-à-dire sévèrement réglementer tout ce qui est presse et opinion publique. Ce que je dis là, c'est pas bouleversant, hein, ça existe dans des pays d'Europe pas très loin de chez nous. Il suffit de traverser la Manche, traverser le Kiévrin ou ailleurs pour se rendre compte que on est très loin de tout ça, très très loin. Et la réglementation en particulier britannique concernant la présomption d'innocence est extrêmement sévère. Il n'est pas question pour la presse de parler, de donner le nom de quelqu'un qui est mis en examen, ou même pendant le procès, c'est juste pendant le procès qu'il y a une sortie de presse, mais pas avant. Il faut aussi, selon nous, joindre la police judiciaire au parquet, pour qu'elle ne relève plus du ministre de l'Intérieur, mais forme un véritable corps judiciaire avec le parquet, et sous les ordres du procureur de la République. Alors pourquoi on a pensé à ça? Vous vous rappelez certainement, il y a quelques années, d'une perquisition qui avait été ordonnée dans une mairie de Paris, c'était le 5e arrondissement, je crois, pas la mairie d'ailleurs, au domicile du maire de l'époque, et où les policiers avaient refusé de faire cette perquisition, puisqu'ils avaient pas envie, parce qu'ils avaient reçu des ordres du pouvoir politique. Il ne faut pas que la police judiciaire puisse être sous l'influence directe et sans contrôle du pouvoir du ministère de l'Intérieur. Il faut que la police judiciaire soit soumise au parquet et à leur supérieur hiérarchique, qui est le procureur de la République. Et ça facilitera peut-être beaucoup d'enquêtes. Autre point auquel nous avons réfléchi, c'est celui de la prison, évidemment, et de la répression. Il y a actuellement 77 300 personnes sous écrou en France, et chacune d'elles coûte au budget de l'État 84 000 € par an. Petite multiplication? Non, ben c'est là. Nous pensons que la prison a fait ses preuves, elle ne sert à rien, que l'augmentation des prisonniers ne fait pas baisser le taux de criminalité et le taux de récidive, que si la prison est une privation de liberté, elle n'est ni une privation de dignité, ni une privation de soins, ni une privation de formation, ni une privation de sexe, ni une privation de promotion de soi-même, que 45% des détenus en ce moment présentent des problèmes psychologiques ou psychiatriques suffisants pour que la prison ne réponde absolument pas à leurs problèmes. Alors je ne sais pas, je vais peut-être penser à des institutions médicalisées fermées pour les accueillir, que la détention est trop souvent utilisée par les juges comme moyen de pression pour obtenir des aveux. Nous avons l'exemple, vous vous rappelez tous, de l'excellente Eva Joly, qui incarcérait tout ce qui bougeait dans son bureau, pour en fait un résultat final du procès Elf qui a été piteux, miteux. Je ne dis pas que les personnes qui ont été mises en examen puis condamnées plus tard ne méritaient pas une répression. Je dis simplement qu'on ne peut pas utiliser la prison et la privation de liberté comme un moyen de pression pour obtenir des aveux. Que l'administration pénitentiaire est un État dans l'État, qu'elle fonctionne à sa convenance dans l'opacité et l'arbitraire le plus complet. Les instances disciplinaires, les remises de peine, les rapports d'incidents se font en dehors de toute juridiction. Un individu incarcéré serait-il aussi dépouillé de ses droits et aurait-il le droit d'avoir accès à la justice? Faut-il pousser le désir de punition jusque-là? Qu'avons-nous à y gagner? La souffrance d'un détenu est-elle propre à indemniser la victime? Aucun effort n'est fait pour la réparation ou la restauration de l'individu. Aucun moyen n'est mis en œuvre pour mettre face à face victime et auteur.
qu'aucune expérience de prison non fermée ou de lieux expérimentaux n'est élaborée, et que la prévalence des imaginaires judéo-chrétiens de répression par la douleur continue à exister. Il nous faut trouver des réponses humaines, justes, simples, de bon sens, pour aboutir à un véritable humanisme pénal. Il n'est pas question de laxisme, mais de sanctions justes, mises en œuvre dignement, et qui est véritablement ouverte sur une réinsertion et une refondation de l'estime de soi. Nous pensons donc qu'il faut dépenser beaucoup, beaucoup d'argent dans les prisons pour qu'il n'y en ait plus. Il suffit de voir l'exemple de certains pays nordiques, du Canada, qui ont réussi à faire diminuer leur taux de récidive et leur taux d'incarcération de manière extraordinaire, en très peu de temps, sur un très court laps de temps, en investissant massivement dans l'accompagnement, la réinsertion, la formation des détenus, surtout des primo-détenus, parce que c'est les plus importants. Et nous, comme nous sommes le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté, et tatati, et tatata, on a raison contre tout le monde. Et on continue à construire des prisons qui ne servent à rien, on continue à incarcérer des gens, à les priver des libertés et de tout ce qu'il y a autour, et on continue à se tromper. Il faut dépenser beaucoup d'argent pour qu'il n'y ait plus de prison. La France a été constamment sanctionnée par l'Europe pour les conditions effroyables de détention. Malgré cela, nombreux sont ceux qui croient que d'en bâtir de nouvelles résoudra le problème. Les États-Unis ont montré avec quelques années d'avance sur nous l'inanité des peines planchers, de la perpétuité incompressible et de la criminalisation de la misère. Est-on décidé à suivre le même chemin? Allons voir les pays où le taux de récidive sont les plus bas. Que font-ils? Ils raisonnent simplement en disant que le primo-délinquant est récupérable et qu'il faut tout mettre en œuvre dans l'intérêt de la société pour le réinsérer. Et ils dépensent beaucoup d'argent pour cela. Résultat, des sociétés apaisées, un taux de criminalité plus bas et une vraie politique humaniste qui fait confiance en l'homme, sans pour autant tomber dans le laxisme et l'angélisme. Dernier point, celui des victimes, parce que vous allez me dire, oui, là, vous avez parlé que de ci, que de ça, et les victimes ont tout ça, on n'en parle pas de victimes. Il faut parler des victimes. Les victimes ont subi un préjudice important, souvent irréversible. Et le droit français ne leur permet pas d'obtenir autre chose que de l'argent. Le coupable ne sera pas torturé, il n'a pas à s'excuser, on n'attend pas de lui qu'il s'excuse d'ailleurs, il n'est pas là pour faire comprendre aux victimes ce qui s'est passé, c'est aux procureurs et aux avocats de le faire, et il n'a pas à aider les victimes à faire leur deuil. Par contre, le condamné doit indemniser et payer jusqu'au dernier centime d'euro ce que le procès civil lui aura demandé de régler. Il devra travailler pour cela, en prison d'abord où il sera payé au tarif légal, puis après sa libération par des prélèvements sur ses salaires et de ses revenus, et par des saisies sur ses biens qui pourront compléter ces règlements. Je pense que la sanction financière, si elle est appliquée, et efficacement appliquée, c'est une prison à l'extérieur. Parce qu'en fait, on va passer des années à payer des indemnités à une victime pour un acte qu'on a commis il y a très longtemps. Et on va passer du temps à ça. Et puis, il faut mettre en place absolument, puisque les gens veulent faire leur deuil et que c'est à la mode, il faut mettre en place des instances de dialogue. Je vous rappelle ce qui s'est passé en Afrique du Sud à la sortie de l'apartheid. Lorsqu'il y a eu des commissions de vérité et de réconciliation, où dans les mêmes locaux, sur les mêmes tables, étaient voisins des victimes, mais gravement victimes, et des bourreaux, gravement bourreaux. Le pouvoir a décidé que ce serait beaucoup trop difficile et compliqué de poursuivre tous les bourreaux, et d'indemniser toutes les victimes. Donc ils les ont mis ensemble et ils leur ont dit maintenant parlons. Et ces séances de réconciliation ont duré des mois.
Pendant ces mois, les victimes ont pu s'exprimer sur ce qu'elles ont vécu, les bourreaux comprendre et évoluer dans leur démarche et comprendre l'état dans lequel ils avaient mis leurs victimes. Et ça s'est terminé par une réconciliation, c'est-à-dire que les gens sont tombés dans les bras les uns des autres et se sont pardonnés. Alors, on aurait pu construire en Afrique du Sud 650 prisons de plus pour emprisonner tous les bourreaux. Mais qu'est-ce qui vaut mieux? C'est une question. Et puis, il faut, de manière impérative, que les victimes soient aidées par des instances sociales et juridiques pour obtenir réparation. Et elles doivent l'obtenir. Pour terminer, je voudrais vous dire que nous vivons dans une société du risque. Nous sommes passés dans un nouveau stade sociétal que l'on pourrait qualifier de modernité tardive, où la criminalité augmente au même rythme que les crises sociales, et où l'État est impuissant à maîtriser cette hausse, soit parce qu'il ne le peut pas, soit pour des raisons purement électoralistes, parce qu'il ne le veut pas. En réponse à l'insécurité criminelle ou terroriste, des politiques pénales fortes sont promues au travers d'une culture du contrôle systématique et universelle et au travers de l'usage incontrôlé et ou abusif de la force, et cela ne marche pas. N'est-il pas temps de proposer une alternative à ces échecs? Ne serait-il pas temps de mettre un frein au léviathan néolibéral qui, au travers de la dérégulation économique, promeut la régression sociale et l'explosion pénale? Et après tout, si on voulait abonder dans le sens de nos élites, le coût social de la délinquance dans ce pays est estimé à 150 milliards d'euros. Et il y a certainement beaucoup d'économies à faire, mais pour cela, il nous faut revoir complètement nos a priori, de construire un monde où l'observance et le consentement à la loi et l'humanisme ne seraient pas antinomiques. Je vous remercie de votre attention.